Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire du vendredi concernant la gestion obligataire. Je vais avoir le plaisir d'animer avec Blaise Nicolet, avec qui je travaille depuis Bonjour à tous. bien de nombreuses années. Voilà, donc l'idée évidemment c'est d'avoir un webinaire en mode très sunny, hein, avec des arguments parfois peut-être un peu abrupts en tout cas, et ne serait-ce que par le titre, hein, vaccinez-vous contre les idées reçues sur la gestion obligataire. C'est un vrai sujet. Alors, c'est un sujet historique pour nous chez Sony, hein, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est de vrais spécialistes de la gestion obligataire, avec aux manettes de l'équipe de gestion un ancien gérant de fonds euro qui s'appelle Jacques Cadenat, qui a géré le fonds euro du conservateur pendant plus de 20 ans. Donc, une vraie expertise obligataire. Et c'est vrai que cette classe d'actifs obligataires, c'est une classe d'actifs sur laquelle on entend beaucoup de choses, mais surtout beaucoup d'âneries. C'est-à-dire que c'est une classe d'actifs sur laquelle il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, tels que les taux vont monter, vous allez mourir, les taux de défaut vont exploser, c'est la fin du monde. Voilà, donc c'est une classe d'actifs sur laquelle on entend beaucoup de raccourcis, mais c'est compliqué parce que c'est une classe d'actifs qui est très vaste, qui est très large. Pour vous donner un repère, je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce chiffre, pour moi, il est très structurant. C'est-à-dire que le marché obligataire dans le monde aujourd'hui, c'est le plus grand marché du monde. Le marché des obliques, c'est 250 000 milliards de dollars. Pour vous donner un repère en comparaison, le marché des actions, qui est un peu plus connu par les clients particuliers, c'est 80 000 milliards de dollars. Donc le marché du crédit, c'est 3 fois plus gros que le marché des actions. Donc c'est un marché qui est ultra protéiforme, sur lequel il peut se passer plein de choses et sur lequel, bien évidemment, ça donne lieu à des raccourcis de langage qui parfois sont un peu plus faciles. Et au bout du compte, c'est une classe d'actifs qui est finalement assez facile à comprendre si on la prend par le bon bout et surtout si on essaye d'être le plus pragmatique possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette demi-heure de présentation. On va essayer d'aller contre ces idées reçues, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et puis vous donner quelques exemples très précis sur est-ce que si les taux montent, c'est absolument la fin du monde. Et voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Donc, il y a un onglet questions sur la droite sur lequel vous pouvez les poser. On prendra le temps avec Blaise de répondre à tout cela. Voilà, donc ça va durer 30 minutes. Ça devrait être sympa. Et voilà. Alors, comment on va organiser ça? On va parler de hausse de taux pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, hein, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur les taux vont monter, les taux vont monter, les taux vont monter. La question d'après, ce sera maintenant, on fait quoi dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on a pu entendre sur à la fois les banques centrales, sur les hausses des taux potentiels, sur l'inflation, enfin tout un tas d'éléments. On a beaucoup voulu agiter le chiffon rouge. Vous verrez que le chiffon, il n'est peut-être pas si rouge que ça. Et puis après, de façon très pragmatique, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos gestions obligataires dans cet univers où tout paraît être des vents de face pour les gestions obligataires. Et on va essayer de vous montrer que globalement, il y a quand même des choses à faire sans faire n'importe quoi, et ça peut correspondre évidemment à des besoins de beaucoup de clients. Alors, la hausse des taux, effectivement, elle est engagée, donc c'est pas nouveau. On voit bien sur les deux graphes que vous avez ici, aux États-Unis et en Europe. Voilà, on voit bien que les taux ont monté. Alors, quand on le regarde évidemment de façon sur une durée courte depuis mai de l'année dernière, on voit que le 10 ans US a progressé. On se retrouve autour de 1,60 aujourd'hui, mais on est encore inférieur au taux du 10 ans américain d'avant le Covid. Hein. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand on parle de hausse de taux, l'important c'est de tout mettre en perspective, parce que sinon, si on ne met pas en perspective, ça génère des craintes qui sont parfois exagérées sur les mouvements qu'on peut voir s'opérer sur les marchés. Et on s'aperçoit aussi que globalement, sur la dette souveraine à 10 ans, le graphe de droite, on s'aperçoit quand même que depuis 1995, finalement, les taux n'ont fait que baisser. Donc, c'est une dynamique qui est plutôt baissière sur les taux. Et on voit que depuis maintenant quelques mois, les taux remontent un petit peu. Mais voilà, donc ça, c'est la dynamique globale dans laquelle on est aujourd'hui. Et la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que finalement, cette hausse des taux, elle a du sens? Est-ce que c'est intéressant pour l'économie? Est-ce que c'est intéressant pour les marchés? Est-ce que c'est intéressant pour le monde obligataire? Et c'est ces questions-là qu'il faudra se poser. Mais pour vous donner quand même quelques chiffres aussi sur les taux, à la fois en Europe et aux États-Unis, aujourd'hui, sur l'ensemble de la courbe, sur les emprunts allemands, par exemple, on est toujours en négatif. C'est-à-dire que le 10 ans allemand, il est à moins 0,12, le 5 ans, il est à moins 0,51, le 2 ans, il est à moins 0,65. C'est-à-dire que sur la courbe française, c'est quasi la même chose, à part le 10 ans français qui est à plus 0,25, le 5 ans, on est à moins 0,46 et le 2 ans à moins 0,62. C'est ça, cet univers malgré tout dont on parle, sur une hausse de taux qu'on pourrait imaginer. On est malgré tout dans des univers de taux qui sont encore négatifs sur l'économie européenne. Alors, globalement, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la hausse de taux, de la hausse des taux? Globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle quand les taux montent.
Après, il y a un élément qui est important quand on parle de hausse de taux, c'est aussi la vitesse à laquelle ça va. Et vous verrez tout à l'heure en fin de présentation, on vous donnera des exemples parce que depuis maintenant 10 ans, il y a eu plein de moments où les taux ont monté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand ces taux ont monté, qu'est-ce qui s'est passé dans des gestions obligataires. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on a pu en attendre? Donc, au global, la hausse des taux, ça traduit quoi? Ça traduit une amélioration de la conjoncture. Donc ça, c'est quand même plutôt très positif. Et ça, globalement, on le voit partout dans le monde. La conjoncture s'améliore. Alors évidemment, on pourra nous dire, oui, mais on vient de très loin, sauf que cette amélioration de nos conjonctures, elle est réelle, elle est factuelle, on peut la mesurer. Et donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Évidemment, l'amélioration de la conjoncture, elle est aussi largement liée à une amélioration de la crise sanitaire, avec l'avancée des campagnes de vaccination, avec beaucoup de zones dans le monde où ça va quand même beaucoup mieux. Alors, il y a encore des foyers où c'est un peu compliqué, comme l'Inde par exemple, mais globalement, généralement, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, on va rentrer à un moment donné dans une normalisation des politiques monétaires. Ça veut dire que vous avez bien vu tous et entendu à maintes et maintes reprises ces actions répétées à la fois des États et des banques centrales pour soutenir l'économie à un moment donné qui était assez particulier. On va rentrer dans une phase de normalisation et donc la hausse de taux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, savoir à quelle vitesse ça va aller, comment ça va fonctionner, c'est un autre sujet qu'on va traiter par la suite. Alors, dans un univers de hausse de taux, on s'aperçoit que sur l'ensemble de notre gamme obligataire, que ce soit Sony Euro Stratégique, Sony Euro Crédit Opportunité ou Sony Multi Strategic Bonds, dans un univers où les taux ont monté, finalement, nos fonds ont aussi monté. Alors, c'est un peu battre en brèche une idée reçue de dire hausse des taux, baisse des obligues. Là, force est de constater que malgré un scénario de hausse de taux depuis le début de l'année, malgré tout, on a quand même gagné de l'argent. On a gagné de l'argent en 2021, on a gagné sur un an, et surtout, là où on est, on va dire, très satisfait, à un moment donné, il faut aussi faire preuve de fierté de ce qu'on a fait. Quand on regarde le classement de l'ensemble des OPCVM sur un an, sur un univers quand même très large, on voit qu'un Sony Euro Crédit Opportunité est le premier de sa catégorie sur quasi 1000 fonds. Ça veut dire que bien évidemment, on a su profiter des conditions de marché post-Covid de mars 2020, et puis surtout, on a continué de bien travailler par rapport à cela. Donc ça veut dire que bien évidemment, malgré un contexte de hausse de taux potentiel, on a continué de gagner de l'argent, et on va voir comment c'est possible et comment ça s'est fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui génère la perf? Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, quand vous avez des obligues, globalement, il y a deux manières de gagner de l'argent avec des obligations. Soit avec du gain en capital, soit avec du coupon. Alors, historiquement, chez Sony, c'est vrai que c'est le coupon qu'on a mis en avant, parce que notre stratégie historique, et c'est comme ça qu'on a créé Sony avec Jacques, c'était de se dire, finalement, on va avoir une stratégie de gestion qui se rapproche d'une stratégie de gestion d'assureur, c'est-à-dire qu'on va acheter des obligues pour le rendement qu'elles procurent, et on va les porter de façon systématique à leur terme. Donc, cette stratégie de portage, elle a porté ses fruits, ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit le rendement embarqué des différents fonds, on s'aperçoit que le choix du high yield, c'est une vraie forme de protection contre la hausse de taux, que ça a généré du coupon, ça continue de générer du coupon, et donc ça permet d'avoir un niveau de performance intéressant à l'intérieur du fonds. Alors, au-delà du coupon, évidemment, il y a aussi le gain en capital, et le gain en capital, il se matérialise par le resserrement des spreads de crédit. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vos taux baissent, vous avez un gain en capital. C'est ce qui s'est passé sur bon nombre d'obligations à l'intérieur de nos portefeuilles. Donc, on a gagné de l'argent et avec le coupon et avec les resserrements de spread de crédit. Donc, c'est deux moteurs de performance qui ont totalement bien fonctionné. Et puis, le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, notre métier et le métier de l'équipe de gestion, c'est évidemment d'analyser des dossiers et d'essayer de créer de la performance au travers de la connaissance des boîtes qu'on a en portefeuille. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été beaucoup aussi évoqué au moment du pic de la crise. Je vous rappelle qu'il y avait une espèce de peur généralisée de la hausse des taux de défaut. On n'a entendu que ça pendant très longtemps. Alors maintenant, on n'entend plus que l'inflation, et à un moment donné, c'était que le taux de défaut en disant ça va être la fin du monde, ça va être un bain de sang, les boîtes vont se faire massacrer, elles ne vont pas y arriver. Et la plupart des agences de notation prévoyaient des taux de défaut sur le high yield entre 13 et 15%. Aujourd'hui, les derniers chiffres donnés par Deutsche Bank, c'était plutôt autour de 2. Des défauts, il n'y en a pas eu. Et surtout, le point le plus important, et ça c'est difficile pour vous à appréhender, mais nous on le voit au quotidien quand on étudie les boîtes dans lesquelles effectivement on est créancier obligataire, on s'aperçoit que la plupart des boîtes ont fait un travail colossal de normalisation de leur bilan, de restructuration de leurs dettes, de renégociation de leurs covenants bancaires, qui fait qu'aujourd'hui, les boîtes, en l'espace d'un an, elles ont fait le travail de 3 ou 4 ans d'un point de vue financier. Donc les boîtes sont très solides, et tous les secteurs ou toutes les sociétés qui auraient pu imaginer qu'elles allaient aller au tapis, ça ne s'est pas passé du tout comme ça.
Rappelez-vous ce qu'on disait en mars 2020, on disait, bon, bah, c'est pas compliqué, il ne faut pas avoir de tourisme, il ne faut pas avoir d'hôtellerie, il ne faut pas avoir de compagnie aérienne, il ne faut pas avoir d'Italie, il ne faut pas avoir d'Espagne. Si on avait fait ça en mars 2020, les perfs qu'on vous a montrées tout à l'heure, elles ne seraient pas là, ça c'est sûr. Et on a vu que les compagnies aériennes se sont plutôt pas trop mal tirées, que leur bilan a été plutôt très résistant, que les États ont fait le boulot pour aider des sociétés comme Air France ou comme d'autres. Pareil pour le tourisme, pareil pour l'hôtellerie. Au pic de la crise, je vous rappelle que Radisson, qui est un des grands hôteliers mondiaux, a remboursé sa dette à 101% de sa valeur. Voilà, pour vous donner un petit peu un repère en termes d'exemple. Pareil, sur des dossiers qui sont des dossiers, on va dire, très moches, un dossier comme Vallourec, qui est une société pour le coup qui a eu plein de difficultés, qui devait faire une augmentation de capital au pic de la crise en début d'année 2020. Évidemment, l'augmentation de capital s'est pas fait. Il y a une restructuration de la dette, une restructuration du crédit, donc ce qu'on appelle un événement de crédit. Donc ça aurait pu être un défaut. Et in fine, Vallourec restructuré aujourd'hui, avec la restructuration qui a été mise en place, l'oblige Vallourec, elle vaut 101% de sa valeur. Donc c'était le pire dossier qu'on avait en portefeuille et au bout du compte, ça vaut le pair et un peu plus que le prix historique. Donc tout ça pour dire que notre travail aujourd'hui, c'est un travail assez spécifique, d'analyse de crédit bien évidemment, de bonne compréhension de l'univers dans lequel on est et surtout le point qui est très important, c'est que ce marché obligataire, aujourd'hui, il n'est clairement pas accessible à un client particulier au sens propre. Autant votre client particulier, il peut acheter des actions en direct sur n'importe quel site internet, il peut acheter du bitcoin en direct, il peut acheter de l'immobilier en direct. En revanche, acheter du crédit et une ligne obligataire en direct, c'est inaccessible pour un client particulier. Ça peut être qu'un marché de professionnels, parce qu'aujourd'hui, c'est encore aussi beaucoup un marché de gré à gré, avec de l'offre et de la demande sur lequel il n'y a pas de plateforme électronique sur lequel quelqu'un pourrait se connecter pour aller faire ses échanges. Donc, ce marché de professionnels, il a quand même ces spécificités-là. C'est aussi pour ça, et c'est la valeur de tout ce qu'on a créé chez Sony par rapport à tout cela. Et ça, c'est un point qui est important parce que vis-à-vis des clients particuliers, avoir accès à ce métier-là, c'est impossible. Et je rappelle juste, je vois qu'il y a des partenaires connectés qui nous connaissent depuis très longtemps. C'est vrai que tout ce que vous a dit Christophe, c'est bien évidemment le discours qu'on tient depuis des années, c'est-à-dire que l'approche n'a pas changé. Cette gestion du risque par la sélection des émetteurs, par la diversification, par la duration également, tout ça, c'est bien évidemment une philosophie de gestion qui est celle qu'on développe depuis le départ. Bah, écoute, Blaise, tu vas garder la parole parce que tu as bien fait de l'apprendre. La question, c'est maintenant, on fait quoi fort de ces éléments-là? Alors évidemment, on va essayer de faire tenir tout ça en 30 minutes, mais vous avez bien compris que sur l'univers obligataire, on pourrait faire 5 heures, hein, sans aucun problème, parce qu'il y a une richesse en termes de données, en termes d'informations, et surtout le point le plus important, et c'est ce qu'on fait chez Sony depuis toujours, toutes les données qu'on vous donne, excusez-moi pour la redondance, mais toutes les données qu'on vous donne sont des données qui sont des données factuelles. Il n'y a pas de on pense que ou on pourrait imaginer que, c'est la réalité des chiffres que l'on a en magasin. Il y a un côté discrétionnaire qui est relativement peu déployé sur ces gestions-là et c'est un point important. Blaise, je te replace la main pour que tu nous fasses le pitch de ce qui va se passer dans ta boule de cristal. Merci Christophe. Avant de rentrer dans le détail, nos vues globalement, c'est quand même des vues très positives pour ce qu'on a devant nous. Je pense que c'est important juste de se rappeler l'état d'esprit dans lequel on était il y a un an. Parce qu'il y a un an, beaucoup d'investisseurs étaient tétanisés, même dans l'univers de la gestion. On était complètement tétanisés par ce qui nous était tombé dessus, qui est quand même un choc d'une ampleur sans précédent, avec une fermeture immédiate des économies. Vous vous rappelez de tout ça, bien évidemment. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est quand même plutôt dans un contexte qui est quand même bienveillant par rapport à ce qu'on a vécu il y a encore quelques mois. Ce qu'on peut identifier quand même, c'est quelques tendances de fond assez lourdes, assez structurelles qui devraient se poursuivre. Alors bien évidemment, la normalisation de l'économie, c'est un thème qu'on a préempté très tôt chez Sony, notamment par une bonne analyse de l'univers des vaccins. On a des partenaires connectés qui doivent s'en rappeler, mais c'est vrai que dès l'été, on était quand même très au fait du timing dans lequel tout ça allait pouvoir arriver. Et puis bien évidemment, cette arrivée de vaccins, elle a généré une normalisation de l'économie qui s'est traduit d'ailleurs aussi sectoriellement par un rattrapage de l'univers value, par exemple, contre la croissance.
et dont on a profité d'ailleurs aussi dans nos gestions, bien évidemment, parce qu'on avait des dossiers très tournés réouverture des économies. Donc ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre. J'ai envie de dire, j'en suis la preuve puisque je me suis fait vacciner hier. Donc ça veut dire que voilà, la vaccination, elle progresse, et la vaccination, bien évidemment, elle permet d'envisager à nouveau une forme de vie normale, de revoyager, etc. Même pour nous, avec Christophe, de revenir vous voir sur le terrain, parce que c'est vrai que les visios, c'est sympa, mais notre ADN, c'est quand même une présence physique auprès de nos partenaires, et c'est ce qu'on aime aussi d'ailleurs. Donc on va pouvoir aller vers tout ça. Christophe l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que les banques centrales, elles deviennent une forme d'acteur permanent des marchés. Elles ont bien évidemment toujours ce rôle de maintien de stabilité financière. Mais c'est pareil, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, on disait la dette c'est mal, on demandait aux États de se désendetter lourdement, et puis on voit bien qu'on est passé dans un univers qui est un peu différent parce que maintenant finalement la dette c'est bien, et on a une forme de monétisation, donc des banques centrales qui soutiennent de façon permanente pour l'instant les déficits des États, notamment ceux qui permettent une relance aujourd'hui, vu la pandémie que nous avons eue. La remontée des taux qui accompagne tout ça, Christophe l'a rappelé, il y a plutôt chez nous un sentiment d'accélération de la croissance. En tout cas, on a une vision assez positive. Et bien sûr, tout ça s'accompagne d'une forme de normalisation des taux. Alors après, toute la question à laquelle on vous donnera pas de réponse parce que c'est une question qu'on monitore bien évidemment beaucoup, qui est dans toutes les têtes, c'est la question de l'inflation. On voit que ça a généré un peu de pression sur l'inflation. Est-ce que c'est quelque chose qui va se transformer d'effet de base en plus structurel? Bien évidemment, on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Ça fait partie des éléments de marché qu'il faut vraiment suivre dans les mois et années qui viennent. Et puis tout ça s'accompagne quand même aussi d'une remontée des matières premières, que ce soit des matières premières énergétiques ou des matières premières alimentaires, ou le bois, par exemple, qui a fait beaucoup parler de lui. Et on voit bien qu'il y a une forme d'inflation quand même, stimulée par toute cette relance qui a été faite. Et c'est anecdotique, mais je rappelle que le consommateur américain, et c'est plutôt d'ailleurs une vision assez favorable de ce qui peut se passer, mais le consommateur américain, aujourd'hui, globalement, a plus d'argent qu'avant le Covid. Donc, avec cette réouverture, cette forme de frénésie de consommation, il y a bien évidemment des perspectives de croissance qu'on dresse à court moyen terme qui sont plutôt assez élevées. Quel impact sur la classe d'actifs obligataires? Ça, c'est vraiment plutôt notre sujet. Alors, là, on va l'aborder essentiellement sous l'angle philosophie portage, qui est vraiment l'ADN des fonds historiques de la maison. Les obligations d'État, c'est pas une nouveauté, mais on vous a jamais conseillé de vous positionner massivement sur cette classe d'actifs. C'est vrai que comme ça a été rappelé tout à l'heure, elle présente toujours un niveau de rendement qui est faible, et puis bien évidemment avec pour trouver des rendements positifs, il faut aller sur des durées très longues, donc avec des risques de correction en cas de mouvement sur les taux, parce que vous êtes obligé de vous positionner sur des maturités très longues. Donc, c'est pas bien sûr le choix qu'on fait chez Sony. On ne dit pas qu'on ne fera jamais d'obligation d'État, mais bien sûr, le risque nous paraît complètement dissymétrique aujourd'hui. Ça a été rappelé tout à l'heure également par Christophe, mais pour se protéger contre un environnement de taux qui évolue, contre des taux qui peuvent se tendre, même si c'est pas encore des mouvements extrêmement violents, il faut être sur des durations courtes, donc avoir des obligations de maturité courte qui permettent de se désensibiliser, de pas avoir un risque de duration trop élevé. Et puis il faut trouver du rendement. Et il y a encore des sources de rendement, comme l'a rappelé Christophe. C'est vrai qu'on entend beaucoup l'obligataire, ceci, cela, mais c'est un très vaste marché, ça a été rappelé. Et sur l'univers des obligations, notamment double B, simple B, émises en euros, on a encore, bien sûr, matière à se protéger au travers d'un taux actuariel positif. Et même si là, on est dans une phase de compression très forte des spreads, vous savez très bien que les marchés, il y a toujours des phases où il y a du mouvement. On voit bien que les marchés, en plus, et c'est une très bonne transition avec la petite icône juste à côté, les marchés ont des accès de volatilité. Vous avez vu tout ce qui s'est passé récemment sur les cryptos, ce qui a pu se passer au travers des short squeeze de l'affaire GameStop, etc. On voit que structurellement, pour le coup, les marchés sont devenus un peu plus volatiles. Donc, volatilité, quand on est prudent, c'est aussi des sources d'opportunités. Quand on est en duration courte,
on n'est pas trop impacté par les mouvements tout de même, surtout quand on a du taux actuariel positif. Donc, on peut s'en servir pour profiter d'épisodes de vol et on vivra probablement, comme on a toujours vécu, des épisodes de volatilité, bien évidemment. Et puis structurellement, quand même, sur ce marché, il y a des forces de rappel assez importantes et il y a un univers d'investisseurs qui est toujours en recherche de rendement. Et ça, ce sont des forces de rappel intéressantes pour nous, créanciers obligataires. Je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être un petit truc, Christophe. Non, mais tu as raison. Évidemment, c'est un très bon résumé de tout ce qu'on dit chez Sony depuis maintenant un certain nombre de temps. Ce que je veux rajouter, c'est en fait, moi, ce qui me gêne tout le temps, c'est quand vous avez des grands oracles en début de chaque année qui vous expliquent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quelle classe d'actifs, comment il faut travailler, et ainsi de suite. Je suis toujours un peu gêné avec ça parce que opposer les classes d'actifs entre elles, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet qu'on traite jamais ou très peu dans l'ensemble de ces conférences, de ces webinaires, de ces grands messes, c'est finalement le client final. C'est ça qui nous importe in fine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que ça pour se faire plaisir. En face de ça, on a des clients qui ont des besoins qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Et si c'est juste de dire, bah oui, finalement, sur le long terme, ça va bien fonctionner, dans ce cas-là, il suffit juste d'acheter un peu de fonds en euros, des actions, et puis basta, on n'en parle plus. On ferme le couvercle, on rouvre ça dans 15 ans et ça aura marché. Sauf que la réalité, elle n'est pas là. Et il y a des gens qui, sur la durée, sont très contents d'avoir un rendement entre 2 et 3% net de frais de gestion, qui ressemble à ce qu'on pouvait avoir sur les fonds, feu sur les fonds en euros d'avant les contraintes réglementaires. Donc aujourd'hui, cet univers obligataire, c'est pour ça aussi qu'il est si vaste et qu'il y pèse 250 000 milliards de dollars, c'est que tous les investisseurs du monde entier ont des obliges en portefeuille. Et qu'aujourd'hui, ce sont des papiers qui sont très recherchés. Par exemple, vous avez du taux positif dans un univers comme on l'a aujourd'hui, c'est effectivement une garantie en termes de rémunération qui est quand même très intéressante. Donc, pas opposer les classes d'actifs entre elles et puis essayer surtout de penser au client final qui, pour certains d'entre eux, seront très contents d'avoir des rendements de cette nature-là, en tout cas des rendements obligataires. Donc, évidemment, faut être confiant, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, je voulais venir là sur un point qui pour moi, est très structurant. On a parlé de hausse de taux tout à l'heure. Je vais vous donner quelques exemples et surtout essayer de revenir sur nos fondamentaux pour résumer tout ça. Je vais revenir sur cette slide après, parce que finalement, je préfère faire celle d'avant. Voilà, on fait dans l'autre sens. Donc, en fait, je vais vous donner des exemples, c'est ultra pragmatique, de moments depuis 2012, donc depuis qu'on a créé le fonds Sony Euro Stratégique, des moments où les taux ont monté. Parce qu'en fait, la hausse de taux, c'est pas juste un truc qu'on découvre là sur peut-être que le 10 ans américain va monter et peut-être que le 10 ans allemand va monter et patati et patata. On va vous donner un exemple concret de comment ça a fonctionné quand il y a eu des périodes de hausse de taux et comment les fonds ont fonctionné à ce moment-là. Et ça va permettre après d'avoir des arguments très importants pour comprendre que finalement, la hausse des taux, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut malgré tout bien travailler dans cet univers-là. Juste pour vous donner un repère, on va prendre le 10 ans allemand parce que c'est l'emprunt directeur. Aujourd'hui, d'un point de vue mathématique, c'est assez facile à comprendre. Quand vous avez un emprunt allemand à 10 ans et que les taux montent de 1%, vous perdez naturellement 9% en capital. Donc, imaginez le 10 ans allemand aujourd'hui qui est à 0. Voilà, si le 10 ans allemand il passe de 0 à 1, vous avez du 10 ans allemand, base 100, vous perdez 9% en capital et vous avez un coupon de 1. Ils vous font donc 9 ans pour récupérer votre capital. Inutile de vous dire que ce n'est certainement pas l'idée de l'année. Mais pour vous l'illustrer avec des exemples, voilà à quoi ça ressemble. Alors, on a pris des périodes. Vous allez voir que c'est des périodes qui soient des périodes courtes et des périodes longues pour illustrer tout ça. La première période, c'est en 2013. Donc, du 2 mai au 5 septembre, donc on parle de 4 mois, le 10 ans allemand, il est passé de 1,17 à 2,04. C'est-à-dire qu'une tension de quasi 1%. La performance du 10 ans allemand, à ce moment-là, elle fait moins 6,46. La performance d'euro stratégique, c'est plus 0,64. Donc, on voit que dans un moment de stress particulier, le fonds a très bien résisté et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Deuxième période, pareil, très courte, de avril 2015 à juin 2015. Il y a une grosse pression parce que le 10 ans allemand, il passe de 0 à quasi 1%. Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si vous avez du 10 ans allemand, vous perdez 8 en capital. Si vous avez du Sony Euro Stratégique, vous perdez 0,50. L'étape d'après, encore un autre exemple, là sur une période plus longue, on parle de septembre 2016 à février 2018. Là, le 10 ans allemand, pareil, se tombe de l'ordre de 1%. Si vous avez du 10 ans allemand pendant cette période, vous perdez 6,5 en capital. Si vous avez du euro stratégique, vous gagnez 3,70. Sur une période encore plus récente, avant le Covid, donc on voit qu'il y a une période fin 19, début 20, où ça s'est un peu crispé sur le 10 ans allemand aussi, parce que le 10 ans allemand a gagné 50 centimes. Pendant cette période-là, le 10 ans allemand, vous perdez 4,5 en capital et on gagne 0,70. Et sur la dernière période, c'est ce qu'on vit là maintenant, donc sur une période plus longue, puis en période Covid, du 4 novembre 2020 au 18 mai, c'est-à-dire à avant-hier,
le 10 ans allemand s'est tendu de 50 centimes. Si vous avez 10 ans allemand, vous avez perdu 4,5 en capital. Si vous avez de l'euro stratégique, vous avez gagné 6,5. Alors, je sais pas comment il faut l'exprimer autrement, mais en tout cas, l'illustration par ces exemples, c'est dur de faire plus criant, parce qu'au bout du compte, ça montre bien que dans toutes les périodes de hausse de taux, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Alors, comment on tire notre épingle du jeu? Ça me permet de revenir sur… excusez-moi, je bidouille un peu avec ma souris. Ça permet de revenir sur comment on arrive finalement à gagner de l'argent dans des périodes où, logiquement, avec les taux qui montent, les obligations devraient baisser. Voilà. Aujourd'hui, avec le rendement, avec la duration courte, parce que l'intérêt, et ce qu'on dit chez Sony depuis le début, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les obligues, quand le risque n'est pas rémunéré, tout simplement, on n'en prend pas. Et pas prendre de risque dans notre univers, c'est quoi? C'est bien évidemment réduire la durée de vie des obligations qu'on porte en portefeuille. Intuitivement, on comprend bien que si vous avez une obligation à 2 ans ou à 3 ans et que les taux remontent, vous êtes largement moins impacté que sur une obligation sur une durée très longue. Donc, on réduit la durée de vie. On a du taux actuariel positif qui nous permet de résister effectivement à cette hausse de taux. Et on l'a vu dans toutes les périodes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis surtout, l'intérêt, c'est quand vous avez une durée courte en portefeuille, votre portefeuille il tourne plus vite parce que les obligations arrivent à échéance plus vite. Vous récupérez du cash plus vite que vous pouvez investir à votre guise à de nouveaux taux actuariels du moment. Et surtout, si les taux ont monté, vous allez profiter de cette hausse de taux pour acheter de nouvelles obligations et des taux plus élevés et accompagner cette courbe de la hausse des taux. C'est ça le sujet. C'est comment on fait pour accompagner la courbe de la hausse des taux. Et le seul moyen de l'accompagner, c'est d'être au départ sur une durée relativement courte. Quand demain, les taux vont remonter sur une période plus longue et qu'on aura des taux longs plus importants en termes de taux, on ira acheter des obligations sur des durées plus longues, on allongera la maturité globale de l'ensemble de nos portefeuilles et on accompagnera cette courbe de la hausse des taux comme on l'a vu à chaque fois que ça s'est produit depuis maintenant 10 ans. Donc, et j'en profite, juste te coupe Christophe pour apporter un tout petit complément. C'est que effectivement, ça marque une vraie différence dans la gamme Sony avec la façon dont on peut appréhender une éventuelle hausse des taux. Ce que vient de dire Christophe, c'est effectivement ce qu'on a toujours dit sur Euro Stratégique, c'est-à-dire qu'il y a une gestion d'une éventuelle hausse des taux de façon extrêmement objective et peu discrétionnaire, puisque ça se fait avec des durées de vie d'obligations très courtes, qui sont donc remboursées plus vite et qui permettent de se repositionner, effectivement, comme tu l'as dit, sur un univers de taux plus élevé. Et puis surtout, ce qu'on a beaucoup dit également depuis maintenant 10 ans, c'est que si vous achetez une obligation qui vous rémunère 2 et que les taux passent à 3, vous avez éventuellement un manque à gagner. Mais ce n'est pas une perte. Ça reste bien évidemment un manque à gagner. Vous êtes quand même sur une rémunération positive. En revanche, ça marque une différence avec la façon dont on peut appréhender la hausse des taux dans d'autres gestions chez nous. C'est une petite parenthèse, un petit teasing sur un sujet dont on vous reparlera, qui est notre fonds patrimonial global macro. Et là, effectivement, pour profiter de la hausse des taux, on est, par exemple, sur les taux US en duration négative depuis plusieurs mois. Donc, on a ces deux façons d'accompagner la hausse des taux. Une façon qui est très gérant de fonds en euros, qui se fait par la duration très courte, et une façon qui est différente d'aborder le sujet au travers de positions short et qui se pratique chez nous également dans une gestion dont on vous reparlera très, très bientôt d'ici quelques jours. Oui, exactement. En tout cas, c'est très bien que tu l'évoques parce que c'est ce que j'allais évoquer dans le dernier slide pour revenir sur la notion de performance. Quand on voit évidemment les performances, alors à la fois d'Euro Stratégique, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Sony Euro Crédit Opportunité, et c'est un bon révélateur d'ailleurs, c'est le nouveau nom d'un fonds chez nous qui s'appelait Sony Euro Stratégique Plus. Alors pourquoi on a changé le nom d'Euro Stratégique Plus pour le dénommer Euro Crédit Opportunité? Tout simplement parce que l'univers obligataire dans lequel on vit aujourd'hui est plus le même. Et à l'époque, pourquoi on avait un Euro Stratégique Plus? Parce qu'on disait finalement, par rapport à un Euro Stratégique, ça va être la même chose, sauf qu'on va acheter une durée de vie d'obligation plus longue, et en ayant des durées de vie plus longues, on aura plus de rémunération, peut-être un peu plus de volatilité, mais au bout du compte, tout ça est totalement cohérent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus la réalité. Aujourd'hui, la duration, elle ne paye pas. C'est-à-dire s'exposer sur des durées plus longues, vous avez un différentiel de rémunération qui n'est pas très important, donc prendre plus de risques en duration, alors que finalement, le risque n'est pas rémunéré, c'est typiquement de l'ADN Sony, on ne va pas le faire. Et donc, globalement, c'est pour ça qu'on a changé le nom de Euro Stratégique Plus, pour l'appeler Euro Crédit Opportunité, dans lequel on va avoir plutôt de la sélection d'obligations, de la sélection de crédits, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'équipe de gestion de Jacques, qui va sélectionner les bons dossiers pour aller chercher de la rémunération, à la fois sur du coupon, mais aussi sur du resserrement de spread, ce qui fait que la perf d'Euro Crédit Opportunité, qui est de plus 3 depuis le début de l'année, elle est de plus 20 sur un an, et puis surtout, c'est le premier fonds de sa catégorie
dans un univers qui est quand même très vaste. Donc, on est assez content de ce qu'on a fait. Et puis après, Eurostratégique, qui est un peu le fond, entre guillemets, un peu plus ceinture et bretelle de notre gestion aujourd'hui, qui est très gestion de fonds en euros, comme Jacques l'a très bien fait au cours des dernières années. La perf, d'ailleurs, on aurait pu le mettre, la perf annualisée d'Eurostratégique sur 10 ans, c'est un peu supérieur à 3%, net de frais de gestion. Donc, bien mieux, effectivement, qu'un fonds en euros. Mais ce qui était l'objectif initial, quand on a créé Eurostratégique, on disait, sur la durée, sur une période de 4-5 ans, on va essayer de faire 1% de mieux qu'un fonds en euros. C'est ce qui s'est passé sur 10 ans. On est très content de cela. Et ça correspond aussi à certains clients qui ne veulent pas forcément prendre du risque et qui sont prêts, effectivement, à aller chercher ce niveau de rémunération-là. Et enfin, le dernier fonds, dont parlait Blaise, qui s'appelle Sony Multistrategic Bonds. Alors, lui aussi, il va changer de nom. On va beaucoup changer les noms de nos fonds parce que l'univers a quand même beaucoup changé. Je peux vous même le dire, d'ailleurs, on peut le dire, je crois, aujourd'hui. On a eu l'accord de la mettre, on peut le dire. Allez, vous êtes les premiers à qui on va le dire, mais on va le dire en live. Donc, ce fonds, il va s'appeler Sony Patrimoine 2.0. Donc, l'idée, c'est effectivement un fonds patrimonial en mode moderne, d'où le 2.0, parce que sur ce fonds-là, c'est un fonds sur lequel qui sera évidemment multiclasse d'actifs, mais sur lequel on va avoir la possibilité, comme Blaise l'a très bien expliqué tout à l'heure, de pouvoir gagner de l'argent quand les taux vont monter très fort en étant en duration négative sur les taux. Et en shortant les taux, on va pouvoir gagner en capital, ce qu'on a fait depuis le début de l'année plutôt très bien, parce que c'est un fonds en DC4 qui a gagné quasi 10% depuis le début de l'année, avec un gérant qui est quelqu'un de très bonne qualité. Donc, ça élargit notre palette chez Sony en termes de PCVM éligible avec la manière de gagner de l'argent sur le crédit. Donc voilà, ça fait plutôt aujourd'hui une gamme qui a une bonne tête, pour parler proprement, et qui globalement a beaucoup de sens dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui. Et l'idée, quand on disait tout à l'heure, essayer de se vacciner contre les idées reçues, on se rend bien compte que voilà, malgré un environnement ou malgré des grands oracles qui ont agité le chiffon rouge depuis le début de l'année pour dire faut pas faire d'oblig, faut pas faire d'oblig, faut pas faire d'oblig, bon très bien, ok, ne faites pas d'oblig, qu'est-ce que je vous dis. Mais au bout du compte, il nous semble qu'il y a quelque chose quand même à aller chercher. Si on regarde ça de façon très pragmatique, si on prend les choses telles qu'elles sont, avec des éléments qui sont pour le coup tangibles, c'est pas voilà ce qui pourrait se passer, on s'aperçoit que ça fonctionne sur la durée, et je pense que ça correspond à des besoins de nombreux clients. Et d'ailleurs, c'est exactement, pour terminer là-dessus, la même stratégie qu'on déploie lorsqu'on fait notre gestion de trésorerie stable d'entreprise. Pour ceux qui ont assisté au webinaire la semaine dernière, on a fait un gros webinaire sur la gestion de trésorerie stable d'entreprise qui s'appuie bien évidemment sur tout ce qu'on vient d'expliquer là en termes de gestion obligataire. Et on s'aperçoit que les obligues, c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut faire plein de choses, sur laquelle on peut trouver du rendement et sur lequel globalement, il ne faut pas avoir peur non plus. Parce qu'au bout du compte, et je terminerai là-dessus, si on croit vraiment qu'il va y avoir de l'hyperinflation, que les taux vont monter très fort, que tout est très cher, dans ce cas-là, la question, c'est pas de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. La question, c'est qu'il faut sortir de l'ensemble des marchés financiers, se mettre en cash et attendre que ça passe. Sauf que globalement, on sait que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut essayer d'être le plus pragmatique possible, essayer de jouer le timing. Malheureusement, si j'avais la recette, je vous promets que je vous la donnerais, mais globalement, elle n'existe pas, cette recette. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que le timing, on le joue nous-mêmes, à la fois sur nos fonds traditionnels, en disant finalement, j'ai une duration plus courte, j'accepte un manque à gagner à court terme, mais c'est pas grave. Parce que essayer de se repositionner dans un univers de hausse de taux, est-ce qu'il faut rentrer maintenant, dans un mois, dans 2 mois, il y a 1 mois, il y a 3 mois? La question, on pourra se la poser tout le temps, on n'a pas la réponse. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est dedans, on voit que nous-mêmes, on va monitorer ça et on l'a plutôt pas trop mal fait depuis maintenant 10 ans, à la fois sur nos fonds traditionnels, mais aussi depuis sur une période plus courte avec le fonds Sony Multistrategic Bonds. Donc globalement, c'est un univers qu'on comprend bien, qu'on maîtrise bien, qu'on est capable, j'espère, en tout cas, de bien expliquer et qui correspond aujourd'hui à des vrais besoins de clients et qui est éligible aujourd'hui, bien évidemment, sur les clients qui rentrent aujourd'hui. Il y a de la place pour faire des choses au travers de tout ça. Voilà, Blaise, si tu veux rajouter quelque chose pour conclure, et je te laisserai le mot de la fin, une fois n'est pas coutume, parce que comme c'est toujours moi qui parle beaucoup, on va rééquilibrer le temps de parole. Non, mais j'ai trouvé ça très complet. Très complet. Ce qui est important, le message qu'on veut faire passer, c'est que, bien évidemment, il y a un fil conducteur que vous allez toujours retrouver chez nous, qui est un fil conducteur vraiment tourné vers vos clients. On essaye d'apporter un maximum de pédagogie, on essaye de vous donner un maximum de clés de compréhension pour que tout ça puisse être restitué à un client final. Et on sait que votre métier, il est compliqué parce que c'est pas tous des financiers, ils font tout un tas de choses, les clients finaux. Donc ça, c'est vraiment l'ADN Sony. L'ADN Sony, c'est également l'évolution, voilà. Et on a une gamme qui évolue, des expertises qui viennent compléter le savoir-faire de la maison. Donc voilà, une maison toujours en mouvement. Et puis, on a hâte de vous retrouver en vrai.
Ok, super. Bon, ben merci à tous. On a Merci à respecté tous. le temps de parole pour une fois, c'est super. On va vous envoyer évidemment les slides pour ceux que ça intéresse et le replay. Et bien évidemment, voilà, vous pouvez continuer de nous faire confiance. Vous allez faire ça très bien. Bonne fin de journée à vous, bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Bye bye.